J'avais pris un flagrant délit de vol une jeune femme basanée. Elle s'était introduite chez un caviste pour y dérober une bouteille d'alcool. Voleuse et alcoolique. Elle cumulait décidément. J'avais essayé de l'attraper par le bras, mais ma main était passée à travers elle. Du coup, j'avais utilisé des munitions électriques incapacitantes. J'ai horreur de ces sales mutants. On sait jamais à l'avance ce qui constitue leur point faible. Enfin, pour celle-là, j'avais trouvé du premier coup. Un heureux hasard. Je ne savais pas comment ça marchait exactement, mais de toute évidence, sa mutation était sensible à l'électricité. Elle était évanouie à l'arrière de ma Master, et je filais à toute allure dans cet enfer qui est appelé cité. Je traversais cette zone de non-droit en direction des souterrains de cette ville, que je connaissais désormais sous le nom de Gotham. J'avais aménagé un ancien réseau souterrain, servant probablement de transport, pour en faire ma base de commandement opérationnel. Je stockais des munitions que j'avais achetées grâce aux amendes que j'avais mises aux criminels qui jetaient des papiers sur le sol. Et j'avais même aménagé une prison de fortune dans les rames des trains, pour être sûr que la lie de l'humanité ne s'échappe pas polluer à nouveau la fange de cette ville. Bien sûr, il risquait la mort en cas de tentative d'évasion. J'avais électrifié la prison. Mais ils n'avaient qu'à pas tenter d'échapper à la juste peine à laquelle ils avaient été condamnés. Par mes soins, je m'enfonçais dans le tunnel de réseau le plus proche de ma position. J'avais un bon kilomètre avant d'arriver vers mon quartier général. La criminelle montrait déjà des signes de réveil. J'avançais phare allumé vers mon point de chute. Une fois sur place, je descendais de ma moto, attrapais la criminelle par les cheveux, je coupais le courant un instant et je la jetais sur le plancher en palette qui isolait les criminels de la sentence de mort. Je récupérais ses effets personnels. Quelques instants plus tard, elle se réveillait. Je me devais de lui poser quelques questions d'usage. Lorsque Kionné se réveilla, enfin, lorsque Kionné sortit de l'inconscience dans laquelle on l'avait plongé, tous ses membres étaient douloureux, surtout son crâne. Elle connaissait bien cette douleur, un sentiment de courant affreux qui la tailladait jusqu'aux os, la douleur un taser bien puissant en plus, pas du taser de tapette. Elle se souvenait qu'elle s'était mise en tête d'aller taxer une bouteille d'alcool égyptien pour en rendre une à Luc. Quelle idée pour lui de consommer des alcools aussi chers. Il n'en aurait jamais rien su de l'origine de la dite bouteille. Et elle se réveillait là, complètement groggy, fatiguée, avec les muscles endoloris. Bref, un mauvais début de soirée. Elle se tint le crâne en grommelant, alors qu'elle entendait quelqu'un lui parler. Elle leva les yeux vers l'homme, visiblement un justicier au vu de sa tenue, qui lui parlait comme à une détenue. C'était ce cliché d'action man en armure qui l'avait arrêtée. Elle était à l'intérieur d'un wagon de métro, au sol, sur une planche. Elle examina le bout de bois sur lequel elle était. Elle n'eut même pas besoin de passer dans le monde des ombres pour comprendre la merde dans laquelle elle était. Ouais, ce fils de pute avait trouvé le moyen d'électrifier la rame tout entière. Un seul pas en dehors de sa planche de fortune et elle en crèverait. Donc, l'égyptienne était bien foutue. Prisonnière numéro 4, vous avez été incarcéré pour vol. La durée de votre emprisonnement sera de 3 mois. J'ai besoin de connaître vos intolérances alimentaires pour subvenir à vos besoins durant la durée de votre peine. Il est évident que la totalité des frais sera à votre charge. Maintenant, je dois remplir votre dossier. J'ai besoin de votre nom, de votre date de naissance et de votre profession. Il est évident que voleuse ne sera pas considérée comme une profession. Vos chaussures, votre collier et votre sac à dos vous seront rendus à la fin de votre peine. En revanche, vos outils de voleur et vos armes non réglementaires ne vous seront pas restitués. Elles seront conservées dans un coffre sécurisé et détruites à la fin de votre peine. Elle l'écouta parler avec incompréhension. Elle le fixa quelques secondes et finit par répondre, un peu perdue.
Ouais, ok. Vous voulez pas me déposer devant un commissariat plutôt? Vous savez que pour les criminels, il y a Blackgate, hein? Elle se doutait bien qu'elle n'allait pas sortir de cette situation aussi facilement. Merde, mais qui était ce type? Elle décida de jouer le jeu tant que faire se peut, histoire de gagner un peu de temps. Je suis allergique aux produits de la mer, c'est tout. Je m'appelle Félicia Foriana, je suis née le 19 juin 95 et je travaille au Bad Burger. Quelle bonne menteuse, c'en était fantastique. Ce n'était pas qu'elle ne voulait pas rester là, mais si, déjà. Et Kyoné était sûre qu'en restant si près de cette source d'électricité constante, elle deviendrait complètement folle. Je mettais ces effets personnels un par un dans une boîte à chaussures au moment où je les citais. Je rangeais la boîte dans un des casiers voyageurs qui était là quand j'ai aménagé à l'ancienne station. Les outils prohibés avaient leur place dans un casier séparé. Du moins, le temps que je trouve un coffre-fort. Lorsqu'il se retourna pour ranger ses effets personnels, elle sortit de son soutien-gorge son petit téléphone de travail. Miracle, douce providence, elle avait du réseau. Pas beaucoup, mais elle en avait. Elle créa un nouveau message et écrit très rapidement. SOS, station de métro abandonnée, justicier fou. Puis, elle se demanda à qui elle allait l'envoyer. John ou Luke? Elle n'aimait pas beaucoup l'idée de se faire sauver, mais ce trou du cul avait, comme par hasard et par chance, bloqué la jeune fille dans sa propre faiblesse. Merde. Dans le doute, elle l'envoya aux deux. Les chances que l'un soit complètement bourré au bar de l'Oblivion et l'autre bloqué dans son bureau étaient trop fortes. Kyoné n'avait vraiment pas envie de prendre ce risque. Elle appuya donc sur envoyer rapidement et mit son téléphone derrière elle, en priant qu'au moins l'un d'eux le voie, que l'un d'eux la trouve et que l'un d'eux la sauve. Ah, qu'est-ce qu'elle pouvait détester l'idée d'être une demoiselle en détresse, sauvée par des hommes en plus. Un triste jour pour l'ego de la grande fantasma. Hey, pa, on a des news de Chioné. Elle est dans la merde. Il y a un taré qui la séquestre. On va la chercher? Active le plan Vindicta. Je te donne 30 secondes. Ouais, ça va être métal. Je ne crois pas t'avoir déjà vu dans cet état. Je filme la scène. Luke descend dans l'antichambre en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. L'armure du Batwing se désassemble de la vitrine pour venir se poser directement sur le corps du justicier, alors qu'il est en mouvement, et fusionne sur lui de façon fluide. Le Bat-Tankcopter démarre et attend l'arrivée de Luke pour partir en direction de la demoiselle en détresse. J'ai déposé la dernière position connue du téléphone de Fantasma. Je t'emmène direct sur place. Mais le réseau de tunnels pour y accéder sera trop étroit pour la bagnole. Faudra que tu y ailles à pied. Et quand je dis à pied... J'étais dans la maison, je cuisinais pour Zatanna, quand je reçus un texto. Zatanna était dans son bain, elle avait passé la journée à chercher des membres pour la Justice League Dark et méritait bien un peu de repos. Je mettais la dernière touche à mon plat quand je reçus un texto. Fantasma était en danger dans une station de métro désaffectée. Elle avait été kidnappée par un justicier qui avait vrillé. Du moins, c'est ce que je comprenais du message. Elle n'avait pas été super exhaustive. J'imagine qu'elle manquait de temps. Je terminai ma bière, cul sec, puis me rendis vers la salle de bain. Un instant, je songeais à demander l'aide de Zat, mais elle avait une journée longue et pénible. Et je pouvais bien gérer un justicier tout seul. J'allais lui parler ça. Et puis, quand on y pense, Kyoné avait fait de nets progrès, elle serait là pour m'aider de toute façon. Je vais faire une course pour le boulot, Amo. Ton repas est prêt quand tu veux. Je lance un sort d'immobilité pour qu'il reste comme ça. À tout à l'heure. Elle ne répondait pas. Elle devait être dans la lune ou endormie dans son bain. Je me dirigeai vers la cuisine et lançai un sort pour figer l'assiette de Zatanna dans le temps. Je pris mon épée au cas où et je me levai une cigarette pour sortir dans la pluie battante de la fin d'automne à Gotham. Au moins, il fait beau. Je revenais des casiers et je commençais à remplir le dossier de la prisonnière numéro 4 quand j'entendis un bruit étrange. Un bruit de vibration. Ça venait tout droit de la cellule de la prisonnière surnommée. J'avais déjà entendu un son similaire quand j'arpentais les rues de cette maudite ville. C'était le son que faisait leur communicateur quand il ne sonnait pas. Ils passaient toute leur journée dessus, comme de vrais zombies. Décidément,
Je ne comprendrai jamais cette ville. La pauvre voleuse aurait pu invoquer une lance assez longue pour essayer de forcer la porte et tenter un saut pour s'enfuir. Mais elle avait promis de ne jamais utiliser ses invocations si elle ne portait pas son amulette ou si son précepteur n'était pas là. C'était dangereux, il lui avait clairement dit, et donc elle ne préférait pas tenter le diable. Elle sursauta et fit la moue en sentant et surtout en entendant la vibration de son cellulaire. Et merde, elle venait de se faire cramer. Prisonnière numéro 4, vous êtes soupçonné d'être en possession d'un objet prohibé. Je vais donc procéder à une fouille de votre cellule. Toute tentative d'évasion sera sévèrement punie et augmentera votre temps de détention de 3 mois. Si la fouille confirme mes soupçons, votre temps de détention sera également augmenté de 3 mois. Je vous signale que ma matraque est électrifiée et que je n'hésiterai pas à m'en servir le cas échéant. Toute tentative d'attaque à main nue sur un juge de ville est punie de 2 ans de réclusion en détention. Si vous souhaitez vous éviter une situation inutilement pénible, je vous invite à me remettre le communicateur. Le cas échéant, je serai clément et n'augmenterai votre sanction que de 2 mois. Elle hésita un instant. Saleté de mutant, toujours à chercher un moyen de braver la loi. Mais finalement, elle s'exécuta. Elle avait dû comprendre que nul n'était au-dessus des lois et que la coopération serait plus facile pour elle. Elle soupira en entendant sa peine se rallonger et lui lança son téléphone avec mécontentement. Votre temps de détention est désormais de 4 mois, 29 jours et 23 heures. Merci de votre collaboration. Elle s'armait de patience en soupirant, alors qu'il faisait le décompte de sa nouvelle peine. Ouais, si tu le dis. Bon, si elle avait pu communiquer, je devais m'attendre à de la visite. Je devais renforcer mes défenses. Je rajoutais les protections subsidiaires de mon armure de combat. Elle gênait un peu le mouvement, mais dans une telle configuration, elle serait d'une grande aide. Avec ça, mon armure était bien plus solide. Je remplissais toutes les munitions de mon Lawgiver afin d'être fin prêt à un assaut frontal. J'installais en vitesse une barricade de fortune. J'avais prévu le coup. Si des gens cherchaient à entrer, il n'existait qu'un seul moyen par où ils pourraient arriver. Je resserrais mon casque et mes gants, et je vérifiais la matraque à mon côté. Je passais ensuite mon âme sur le mode le plus offensif possible. Un mélange de tous les types de munitions disponibles, en rafale. Méga dérouillé. La maison m'avait envoyé à l'extérieur de Crown Point, près d'un tunnel de service du métro. Elle m'amenait toujours là où j'avais besoin d'aller. Mais il y avait quelques règles. Toujours en extérieur ou vers une porte d'entrée. Keone m'avait parlé d'une station de métro. Elle devait sûrement parler de ce tunnel. Je m'engouffrais dans le tunnel, à peine quelques mètres plus loin, et on voyait déjà plus rien. Fiat lux querum pat tenebris. Je fus aussitôt entouré par un halo tiède de flammes. C'était pas très discret, mais au moins j'y voyais dans ce tunnel noir comme un four. J'avançais de quelques centaines de mètres lorsque j'arrivais à une intersection. Merde, la maison m'avait envoyé dans le bon tunnel, j'en étais sûr, mais rien n'indiquait la suite. Je concentrais de l'énergie au bout de mon bras, et je me tranchais la paume de la main avec la pointe de mon épée, pour l'imprégner de magie. L'épée était formée à partir d'Excalibur et des 30 deniers d'argent du trait de Judas. Je présumais que les sons en latin étaient plus efficaces. Mais c'était la première fois que j'utilisais pour une formule. Je soignais rapidement ma main et posais l'épée au sol. Ça avait marché. Presque instantanément, l'épée s'est mise à bouger et à pointer le tunnel de gauche. Je connaissais désormais la bonne direction. Je rentrais dans ce tunnel et continuais mon périple. Arrivé à l'entrée, Batwing s'éjecte, déploie ses ailes, active son réacteur dorsal et vole à pleine vitesse à travers les corridors. Jusqu'à tomber sur une silhouette. C'est John Constantine. Le chevalier assuré s'arrête à son niveau. L'armure sous sa configuration la plus agressive se tient en position de combat.
Au bout d'une centaine de mètres, je fus rattrapé par l'autre connard volant de Batwing. Il s'arrêta à mon niveau et se mit en garde. Eh, qu'est-ce qu'il fout là, la batte boîte de conserve? C'est toi le connard du justicier qui est devenu fou? Je te préviens, si t'oses toucher un cheveu de mon élève, je t'envoie dans une dimension infernale juste créée pour l'occasion. L'exorciste lui adresse la parole, faisant montre de toute son affection envers le jeune Fox. Ne répondant pas tout de suite, il baisse la garde et sort un équipement de son avant-bras gauche. Par définition, s'il me demande si c'est moi le fou, c'est que ce n'est pas lui. Ce qui est une excellente nouvelle. Je ne me serais pas senti de l'affronter seul. Donc, je dois pouvoir lui faire confiance. Si elle lui a envoyé le message aussi, c'est qu'ils se connaissent. Parfait. À deux en équipe avec lui, ça devrait passer crème. S'il était aussi schizo que l'enfoiré qui lui sert de patron, il y avait des chances que ce soit lui qui brillait. Et puis Kyone et lui ont eu une histoire. Elle me l'a raconté en Égypte quand elle lui a envoyé une photo de nous. Je suis trop vieux pour ces conneries. En tout cas, j'étais prêt à en découdre. Et qu'il appelle Batman à l'aide, comme ça je lui mettrai mon pied au cul à lui aussi. Je n'ai ni le temps ni l'envie d'échanger des politesses avec toi. La vie de Fantasma est peut-être en danger. Donc je pars à sa recherche. Avec ou sans toi. Prends ça, c'est un micro-oreillette. Pour qu'on puisse communiquer si tu veux m'aider à la retrouver. Celui qui lui met la main dessus en premier prévient l'autre. Il lance l'équipement en direction de son interlocuteur, et puis repart aussi vite qu'il est arrivé. Ce connard de Batwing me file une radio et se barre en volant. Bien sûr qu'on doit sauver Kyone au plus vite, mais on pourrait sans doute se coordonner 30 secondes avant, non? Avant qu'il soit trop tard, je lance un sort de pistage sur lui. C'est oui, Ce sort me permettra de repérer Robocop où qu'il soit sur notre plan, et donc de me téléporter sur lui. Il va bien plus vite que moi, et je ne voudrais pas rater la petite fête. Je m'allume une cigarette, mets son dispositif dans mon oreille, et m'assieds en tailleur pour concentrer mon énergie sur lui, le temps qu'il faudra. Qu'ils viennent maintenant! Qu'ils essayent de braver la loi, ces vermines! La pourriture de cette ville ne finira jamais de m'étonner! Mais je finirai bien par la pacifier! Ils peuvent être 100! Je les aurai! Nul ne restera impuni! On ne transite pas avec cette vermine criminelle! Je suis la loi! Je suis l'ordre! Je les attends! Tous! Elle grogna en calant ses joues dans ses paumes et en soufflant son mécontentement tel une enfant boudeuse. Elle ne s'en faisait pas outre mesure, elle ne s'en faisait jamais vraiment pour sa vie. N'empêche, c'était vraiment nul d'être coincée ici comme une conne à attendre d'être sauvée. Elle se mit en tailleur et se demanda qui allait venir la sauver. Elle n'avait jamais vraiment vu les prouesses de son amant au combat pur, ça se trouve il était super nul. Mais au vu de ses trophées de MMA, la chose aurait été surprenante. John était sûrement moins doué au combat, mais c'était un mage. N'empêche que le flingue de ce type avait l'air ultra dangereux. En fait, Kyone commençait doucement à s'inquiéter pour ses deux amis. L'autre Maboule avait compris que Kyone avait appelé du renfort, parce qu'il commençait à se préparer à subir un assaut. Bon, espérons que ce ne soit pas en vain, parce que 5 mois dans ce cloaque, ça ressemblait à tout sauf à une putain de sinécure. Merde, Kyone avait vraiment besoin de vacances là. Une tueuse en série Maboule, des fantômes, et maintenant ce pseudo-justicier complètement fou, elle était vraiment fatiguée de tout ça. Lorsque finalement il arrive jusqu'à son objectif, grâce à sa vision X-ray et thermique, il reconnaît les morphologies de sa petite amie et du juge de ville, ainsi que 3 autres individus non identifiés. Il accélère encore la vitesse et fonce tout droit vers Dredd. Une fois entré dans le repère, il n'interrompt pas sa course et percute le geôlier de plein fouet, en le saisissant par le casque pour le projeter à l'autre bout de la pièce, violemment contre le mur. Il atterrit après son attaque, range ses ailes et sort ses batarangs, puis se met dans une attitude de duel extrêmement hostile et hurle. Elle leva le menton en entendant la voix modifiée de l'armure de Luke et soupira, rassurée. Voilà une sortie de secours. Quel bonheur. Enfin, quel potentiel futur bonheur. Elle voulut se relever, mais au vu du peu d'équilibre que lui procurait la planche, elle se stoppa dans son geste. Ah, tant pis, elle atteindrait. Elle tiqua sur le fait que Luke avait crié « Dredd » C'était quoi ça? Le nom de ce gars? À l'oreillette du démonologue, une voix féminine, sensuelle et un brin arrogante se fait entendre.
Coucou Johnny Boy. Je suis Epsilon, l'acolyte super balèze de Batwing. C'était juste pour te prévenir qu'il avait engagé le combat avec l'ennemi. Ça t'ennuierait de venir t'occuper de libérer ma maman? Et grouille-toi, on n'a pas toute la nuit. Même pas 2 minutes plus tard, une voix résonna dans mon oreillette. Ce n'était pas la voix du Bat-Truc, mais une voix féminine presque enfantine et désincarnée. Putain, à un moment, ce mec, c'est un humain ou une machine? En tout cas, la voix avait plus d'humour que lui. C'était pas bien compliqué en même temps. Terminator était rentré en contact avec notre ennemi commun. Je pouvais donc me joindre à la sauterie. Quelle ne fut pas ma surprise de voir arriver le criminel en armure de chauve-souris, que j'avais déjà essayé d'appréhender la veille. La jeune voleuse faisait peut-être partie de la secte des chevaliers de Gotham. En tout cas, il arrivait vite, trop vite. Je ne pouvais pas le viser convenablement. Il hurla mon nom, puis me chargea de toutes ses forces. Encore une surprise de cette cité infernale. Voilà que les criminels savaient voler maintenant. J'atterrissais à quelques mètres, mais je me relevai aussitôt. Je pointai mon arme dans sa direction. Bonsoir, criminel. Il me semble que je n'ai pas eu le temps d'appliquer la sentence de votre peine la dernière fois. Cette tentative d'assassinat sur juge vous vaudra une deuxième condamnation à mort. Aussi sec, je me retrouvais téléporté dans une ancienne station de métro désaffectée. Un monstre de muscles en armure anti-émeute était en train de viser Batwing avec un énorme flingue. Mais c'était qui ce tocard? Son cœur s'arrêta lorsqu'elle vit l'homme viser son plan cul de son pistolet. Kyoné paniqua, dans un gros coup de stress, puisa dans toute sa putain d'énergie, sentant pourtant que ce n'était clairement pas une bonne idée. Et elle fit apparaître un petit couteau de lancer qu'elle décocha sur le poignet du psychopathe qui tenait l'arme. Le juge se relève de l'impact comme s'il n'avait subi aucun dommage. Ce qui est dans l'esprit de Luc est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. Il va pouvoir se lâcher, se déchaîner contre lui sans avoir peur d'aller trop loin, de franchir la ligne. Non seulement ce type est résistant de nature, mais son équipement semble aussi le protéger efficacement. Après avoir une fois de plus prononcé son verdict et condamné Batwing à la mort pour la seconde fois, il dégaine son pistolet, celui qui a endommagé le plastron la veille. Mais le justicier n'est pas intimidé. À cette distance, le choc ne lui sera pas fatal. C'est à bout portant qu'il est le plus dangereux. Le criminel était dans ma ligne de mire. J'allais viser pour tuer. Il était doublement condamné à la peine capitale. Au moment où j'allais appuyer sur la détente, un étrange poignard vint se planter dans ma main et me fit rater mon tir. La douleur était très intense. La lame me brûlait de l'intérieur. Maudite mutante, elle était bonne pour 5 ans de détention en plus. J'allais retirer la dague de mon avant-bras quand elle s'évanouit d'elle-même dans un nuage de brouillard obscur et violacé. Elle se laissa tomber sur la planche en essayant d'éviter le malaise. Merde, elle aurait dû écouter Constantine. Un projectile dont Luc reconnaissait l'apparence vient désarmer le juge de ville. Un couteau entouré d'ombre. Chioné avait sérieusement fait progresser ses pouvoirs. Mais la conséquence ne se fit pas attendre, et ses signes vitaux en prennent un coup. Constantine est là pour veiller au grain. Au moment même où l'espèce de monstre en armure allait tirer sur le second connard en armure, un poignard d'ombre atterrit dans sa main, et le mec manqua Batwing de justesse. Phantasma avait sauvé son amant. Je remontais la trajectoire de son arme pour la trouver en train de succomber à la magie. Ce salaud avait dû lui prendre son collier et elle avait utilisé une magie qu'elle ne contrôlait pas encore, puisant trop loin dans ses propres réserves. La pauvre était à moitié évanouie sur une palette dans un wagon de métro. À terre nauséeuse et épuisée, Kyoné était en train de faire un petit récapitulatif de toutes les merdes qui lui étaient arrivées depuis que la pauvre gamine avait débarqué à Gotham. Une psychopathe tueuse en série l'a harcelée et voulait sa mort. Elle s'était faite prise en otage dans un braquage. Elle avait affronté des fantômes tueurs. Elle recevait de temps en temps des vidéos de meurtres qui réussissaient la prouesse d'aller crescendo dans le gore et l'horreur. Elle s'était enrôlée dans une ligue où elle mourrait sûrement en essayant de renvoyer chez lui un démon assoiffé d'âme. Et elle avait manqué de peu de possiblement créer une IA qui aurait pu être l'antagoniste d'un film dystopique sur les nouvelles technologies. Et maintenant, elle était à moitié crevée, dans une rame de métro abandonnée électrifiée, dont la pollution et la crasse suintaient au mur,
et dont elle était prisonnière avec pour seul possible échappatoire la mort. Et plus elle se retenait de pleurer, plus son cœur se déchirait, comme l'on se déchirait un muscle. C'était soudain et douloureux. Elle n'avait pas envie de jouer l'archétype de la drama queen que l'on venait sauver, car on venait la sauver. C'était aussi une chance, ça. Un bon point pour Gotham. Elle s'était faite de vrais amis dans cette ville de merde. Alors, elle s'efforça de rester forte, et laissa son cœur un peu plus s'ouvrir en ne montrant rien. Il n'empêche que dehors, le combat faisait rage, et qu'elle ne pouvait rien faire pour les aider. C'était tellement injuste. Ego, industria mea, pededi. Je livrais un peu de mon énergie à ma jeune apprentie, l'aidant à supporter la lourde charge que son pouvoir réveillé puisait en elle. J'allais ouvrir la porte de sa cellule de fortune quand je remarquai les câbles électriques collés à la paroi. Heureusement, je les avais vus. Je serais moi-même resté collé sans ça. J'ouvrais la porte de la rame et j'ai des fantasmas à se relever. Je t'avais dit de pas faire ça. Tu serais peut-être mort si je n'avais pas lié mon énergie à la tienne. Et quand même, c'était pour sauver le bateau car là. T'aurais pas pu le sauver bien longtemps une fois que t'aurais rejoint Anubis. Enfin, n'en parlons plus. J'étais là, au final la question ne se pose pas. Sors de là, on va récupérer tes affaires, je libère les autres gars et on se casse d'ici au plus vite. Elle n'entendit pas le sort, mais elle reconnut immédiatement l'énergie qui venait la réanimer. Constantine était là. Luc n'était pas seul contre ce maboule. Elle prit une grande inspiration, ouvrant les yeux ronds, alors qu'elle cessait d'entendre le vrombissement insupportable et anxiogène des câbles électriques, et que la porte de sa rame s'ouvrait. Elle saisit la main de son prof de magie et réprima un rire nerveux lorsqu'il se mit à lui faire des remontrances. Un vrai papa poule. Elle l'enlaça et lui dit d'un ton pressé. « Merci pour le sauvetage, t'es le meilleur, John. Moi aussi, je t'aime. Je vais chercher mon médaillon. » Cette ville était décidément pleine de mauvaises surprises. Je ne connaissais pas cette forme de mutation, mais je devrais y mettre un terme. Si d'autres de ces saletés de mutants parcouraient les rues de la cité, je devais les arrêter et les renvoyer dans les terres maudites. C'était la loi! Les mutants n'ont pas le droit de se mêler aux citoyens. Je devais nettoyer cette ville! Mais le problème le plus urgent était le chevalier condamné à mort. J'allais tirer sur lui quand je remarquai un autre de ces sales mutants qui était apparu, comme par magie. Mais la magie, ça n'existe pas. Quelle étrange mutation que celle dont disposait cet homme. Il se dirigeait vers la cellule et libérait mes prisonniers. Je devais en finir. Vite! Il bravait la loi. Ordure criminelle, comment osait-il libérer ces condamnés? Il n'avait pas de considération pour la justice. Saleté d'anarchiste. Ça suffit! Joignant le geste à la parole, j'ouvrais les portes des autres wagons de la rame de métro, libérant par la même occasion les 3 pauvres innocents que l'autre taré avait capturés. Ils me remerciaient chaudement. J'allais quand même pas les laisser dans cet enfer. J'attrapai une grenade et je la jetai au visage du criminel en armure. Il n'avait pas le temps de réagir. J'allais enfin faire appliquer la loi. Juste avant que l'explosion ne détonne, un halo lumineux enveloppa ma grenade pour l'empêcher de tuer le criminel condamné à mort. C'était le deuxième ramassis de fange de mutants qui s'était interposé entre mon condamné et sa sentence. Criminel! Vous avez aidé des criminels à s'échapper! Vous faites entrave à la loi! Vous êtes par la présente condamné à 20 ans d'isolement en isostase, ou dans ce qui se rapproche le plus. Je me retourne vers le combat qui faisait rage depuis tout à l'heure entre Batwing et le fixe au stéroïde, et je vois que ce dernier s'apprête à lancer une grenade sur le chevalier de Méburne. Indusis crepitu! Au dernier moment, un bouclier magique vint se coller autour du projectile contenant son explosion, et sauvant Batwing d'une mort certaine. Tout se passe très vite, et se préoccupant de la bonne santé de son amante, Batwing ne va pas venir la grenade dans sa direction. Mais là encore, Constantine est sur le coup. C'est maintenant qu'on va commencer à jouer. Je te préviens, Dredd. Tu vas payer pour ce que tu lui as fait. Je vais te mettre en pièces. Lucas fulmine, il bouillonne en dedans, et est sur le point d'exploser. De son armure sort un appendice qui ressemble à un canon, au niveau des épaules derrière les trapèzes. Il tire un missile tactique anti-blindé en direction de l'ennemi,
Mais avant l'impact, il sort un bataron taser et le lance pour le faire détonner juste devant l'adversaire. Le souffle du choc est terrible, l'impact violent, et alors que les flammes ne se sont pas encore dissipées, le chevalier azuré profite de ce temps mort pour s'avancer jusqu'au corps à corps du juge. En sortant de ce nuage incendiaire tel un démon naissant des flammes, il saute pour faire retomber son poing sur le casque du geôlier. Le criminel chauve-souris me lance un missile au visage. Mais il le fait exploser devant moi. Le souffle de l'explosion est spectaculaire, je ne comprends pas. S'il souhaite me tuer, pourquoi agir de la sorte? Un missile de ce type aurait fait voler mon armure en éclats et m'aurait très certainement tué sur le coup. Décidément, les criminels de cette ville ont des mœurs bien étranges. Ils m'attaquent au corps à corps. Cette armure m'empêche de bouger convenablement. Je n'ai aucune chance de gagner ce combat. Un pas de recul, mais l'offensive n'est pas terminée. Et alors que c'est Luke qui mène la danse, ayant l'avantage de fluidité des mouvements et de l'effet de surprise, il enchaîne des coups plus violents les uns que les autres, pour coller son opposant au mur et le bloquer. J'ai fait un mappage 3D de son armure. C'est du super matos. Le mec a les mêmes blindages qu'un char d'assaut. Par contre, à l'image des chars, ses mouvements sont super lents et les chemises sont exposées. Si tu vois ce que je veux dire. Pas de souci, je m'occupe de le dérailler. Je crie un phasage électromagnétique. Si tu arrives à frapper le point cible, je m'occupe du reste. On va se le faire, ce fumier. Sur ces mots, Luke esquive un coup de poing, se met à genoux et frappe de chaque poing chaque genou, avant de lui lancer un uppercut en se relevant. Une fois le coup de poing passé, ses propulseurs dans le dos et sous ses pieds s'activent brièvement et puissamment pour lui permettre de sauter et de mettre un double pied chassé dans le plastron de Dredd, qui s'écrase comme pris dans un étau entre le justicier et le mur. J'ai mal jugé la nature des renforts qui viendraient secourir la prisonnière numéro 4. J'ai présumé qu'ils arriveraient en nombre et armés. J'ai failli. J'ai échoué à faire respecter la loi. Une volée de coups s'abat sur moi. Je suis impuissant dans cette armure renforcée. Si seulement je pouvais la quitter. Le criminel revient à l'assaut et attaque les points faibles de l'armure. Les genoux d'abord, puis le menton. Cette ordure savait se battre. Il vola dans les airs avec ses propulseurs pour atterrir les 2 pieds sur le double plastron de mon armure. Le coup est si fort que j'en lâche mon arme. Mais alors que personne ne se doute de rien, Upsilon et sa toute nouvelle forme entrent en scène. Un mode dont même Luke ignore l'existence. Un mode qu'Upsilon a créé de son propre chef, après la soirée pyjama avec Shioné, justement pour cette très exacte occasion. L'occasion de devoir protéger celle qu'elle aime plus que tout, son amie en proie aux griffes d'un fou qui ne mérite pas de vivre. Dans ses circuits, elle murmure. Activation du protocole, suppression de menaces, terminaison de la cible, juge de vie Dredd. Crève, sale raclure, tu n'aurais jamais dû toucher à un cheveu de ma mère. L'armure commence à résister à Luke, voulant agir d'elle-même. À mesure que le pseudo-juge prend des coups à répétition, Batwing perd son sang-froid, et guidé très subtilement par son allié informatique, prend du recul d'un bond, tire 2 batarangs, qui par effet aimanté dévient de leur trajectoire sur les genoux frappés plus tôt. Les harpons de poignet suivent le mouvement et se fraient un chemin à travers les plaques d'armure des épaules de la brute, puis rembobinent d'un coup sec, faisant décoller la cible du sol, incapable de se dégager. À la réception, le chevalier furieux utilise un lariat pour couper le souffle de son ennemi. Il enroule les câbles des harpons autour de son cou, place son pied sur sa tête qui fait face au sol, et resserre l'emprise. Upsilon booste la force de traction par 10 dans le but de l'étrangler et mettre un terme à l'affrontement. La confrontation va tourner court. Quant à la suite de cela, elle décide de rajouter un petit bonus à son action, en commençant à enclencher le propulseur sous la botte de l'armure. L'objectif de l'IA est simple, annihiler sa proie, comme si c'était un vulgaire programme informatique défectueux. Le criminel continue à enchaîner les coups, sans que je ne puisse rien faire. Il m'enroule un câble autour du cou et commence à m'étrangler. Au moment où il enclenche ses propulseurs, je crois mourir. Je me débattais en vain, agitant les bras comme je pouvais, quand soudain,
Ma main tombe sur mon lawgiver. Je pointe mon âme sur sa tempe et articule comme je peux à travers sa prise. Munition perforante! Munition perforante. Bon, Fantasma avait l'air d'aller bien. J'étais soulagé. Elle me prit dans ses bras avant de partir récupérer les affaires que l'autre taré lui avait confisquées. Je lui rendis son étreinte, posant une main derrière sa tête. Je faisais le malin à mon habitude, mais je m'étais vraiment fait un semblant. À Gotham, tous les démons ne viennent pas des enfers. Qui sait ce qui aurait pu lui arriver? On se connaissait depuis peu, mais je m'étais beaucoup attaché à ma jeune apprentie. J'ouvrais un portail magique qui sortait directement dans la forêt de Gotham, juste à côté de la maison des mystères. Je faisais sortir par là les 3 pauvres victimes que l'autre tabanard qui se prenait pour un juge avait emprisonnées contre leur gré. Et j'attendais que Kyoné passe le portail à son tour. Je regardais le combat entre les 2 tas de ferraille. Batwing prenait clairement l'avantage. L'autre timbré était gêné par son armure lourde. Je me levais une cigarette, le temps que Fantasma règle ses affaires. Le bas de robot était vraiment en train de le défoncer. Mon oreillette s'agite. La copine à sa tête est vraiment en colère. Elle veut tuer le taré pour ce qu'il a fait à Kyoné. Mais au final, Kyoné n'a rien. Elle a passé un sale quart d'heure, c'est vrai, mais rien de trop grave non plus. Rien qui justifie de tuer quelqu'un. Oh, si je devais buter tous les mecs qui m'ont foutu un tôle, je lui devrais poser une semaine de congé. Batwing perdait le contrôle sur sa création. Alors qu'il s'occupait des autres prisonniers, l'Égyptienne profita de cette empreinte d'énergie inespérée pour passer dans le monde des ombres et faire le tour de son geôlier discrètement, histoire de mettre la main sur ses effets personnels. Elle n'allait pas les laisser le mettre en déroute sans y participer elle-même. Hors de question, elle voulait sa vengeance. Mais surtout, elle s'inquiétait pour son petit lionceau. Elle eut un sourire en entendant Luke menacer Dredd de lui faire regretter qu'elle ait touché à elle. Mais ce sourire fut fugace, car la pauvre s'inquiétait beaucoup trop pour lui. Elle profita de l'opportunité que lui offrait l'attaque de Luke pour faire une roulade et reprendre sa forme palpable, se réceptionnant devant la caisse qui contenait ses effets. « Allez, viens voir maman, ma petite amulette chérie. » Et alors qu'elle enfilait son tannissement, elle se retournait vers la scène avec stupeur et horreur. Ils allaient s'entretuer, et si elle se refusait que Luke ne meure, elle n'aimait pas non plus l'idée de la mort de l'autre Maboule. Alors qu'elle faisait apparaître son arc d'ombre et qu'elle encochait une flèche, en se demandant ce qu'elle allait bien pouvoir faire, elle s'écria « John, arrête-les, vite !» Alors que je m'interrogeais sur l'utilité ou non de séparer les 2 abrutis, Kyoné me demanda de les arrêter. Elle tenait à son amant, de toute évidence. C'était probablement plus qu'un plan cul, finalement. Elle avait raison. J'avais beau en vouloir à cet enfoiré de Batman, son toutou ne m'avait rien fait, au final. Si je le laissais mourir, j'allais m'en vouloir, et Kyoné encore plus. Et si je le laissais buter l'autre gars, alors c'est lui qui aurait des bonnes raisons de m'en vouloir. J'allais quand même pas lui offrir ça. Et puis, si mon apprenti me demandait de venir en aide à quelqu'un, quel terrible mentor je ferais si je n'agissais pas. J'y vais, princesse. T'en fais pas, il n'y arrivera à rien, ton mec, je te le promets. Je concentrais mon énergie quelques secondes, je rentrais dans la mêlée et posais une main sur chacun des 2 bourrins. Je menais mon énergie vers mes pommes et je lançais un sort d'expulsion des corps. Répulsion omni. La rage prend possession de chaque partie du corps de Luke. Cet enfoiré doit payer, se dit-il en boucle dans son esprit. Upsilon n'est pas en reste, puisqu'elle l'encourage dans sa démarche. Et constatant que le juge se rebelle et menace maintenant aussi le justicier, elle décide de prendre les choses en main et d'activer le propulseur sous le pied de Luke. Ainsi, le danger sera éliminé. C'était sans compter sur l'intervention de Constantine. L'exorciste rejoint la mêlée sans qu'aucun des 2 pugilistes ne le remarque. Et d'un geste de paume, les propulse chacun à l'opposé l'un de l'autre. Batwing se relève d'un geste acrobatique avant l'impact et se met en position d'attaque une nouvelle fois. Le démonologue se dresse entre lui et son ennemi. Au moment où j'allais tirer sur ce criminel, l'autre criminel en imperméable est venu s'interposer. Cette saleté de mutant nous a envoyé voler à chacun d'un côté de la pièce. Qu'est-ce que c'est que cette ville remplie de mutants, de cyborgs et de criminels? Cet enfer doit être nettoyé. La douleur et la honte se mêlent à la rage. J'ai été impuissant contre la frange criminelle. J'ai perdu. Je le sais déjà. Les 2 brutes en armure furent projetés chacun dans un coin de la pièce. Le bas-de-tocard se releva aussi sec, prêt à charger à nouveau. Je devais le raisonner. Batwing, je ne veux pas te faire de mal. Reprends tes esprits, mec. Je veux pas te blesser.
C'est Kyoné qui compte, c'est tout, pas lui. Viens, on se casse de là. Une tentative de le raisonner ? Ridicule. Improbable. Peut-être a-t-il raison. Le héros en armure baisse sa garde. Il marque un point. De ce que l'on sait, il n'a tué personne. Il s'est contenté de la mettre en cage, et ce n'est plus le cas maintenant. Elle est libre, saine et sauve. Je me suis laissé emporter par mes sentiments, et j'ai bien failli franchir la ligne jaune. Shioné ne me l'aurait jamais pardonné, et moi non plus. Je dois retrouver mes esprits, voir ce qui compte vraiment, et savoir m'arrêter. Tu as raison. Foutons le camp d'ici. Son arc était bandé et tendu, à un tel point que chaque muscle de ses trapèzes jusqu'à ceux de ses doigts était douloureux. De ses yeux perçants, elle cherchait un interstice, une commissure, la moindre faiblesse dans l'armure du justicier fou, avec pour mince mais tenace espoir de l'achever. Elle n'en avait vraiment pas envie, mais s'il ne lui laissait pas le choix, elle le ferait. Le faire, c'était un bien beau but, mais ce type, de là où elle était, demeurait inatteignable. Merde. Heureusement, plus débrouillard et équipé qu'elle, Constantine cessa de fixer la scène avec son habituel air circonspect pour enfin intervenir. « Princesse ? Comment ça, princesse ? Ah, lui, il payerait pour ce sobriquet ridicule. » Quoique, pour une fois, et pour l'occasion, elle pouvait bien ne pas lui en tenir rigueur. Ce n'était vraiment ni le moment ni le lieu, et encore moins les circonstances. En un simple sort bien concentré et bien lancé, il envoya les deux hommes voler dans le paysage avant de commencer un discours paternaliste et moralisateur à Luke. Franchement, malgré ses airs de « je suis encore cool et rebelle même si mes 30 ans sont bientôt révolus », Constantine avait parfois tout d'un papa poule. Kyoné n'avait qu'une hâte, voir à quoi sa crise de la quarantaine allait ressembler. Elle révoqua son arme d'ombre dans le royaume des ténèbres et fit un pas vers Luke, qui s'était majestueusement rattrapé de ce vol plané, et qui faisait l'effort d'arrêter le combat. Avec beaucoup d'hésitation tout de même. Voilà pourquoi il faut des supérieurs aux appliquants de la loi. Et voilà pourquoi les justiciers pouvaient être un danger, surtout avec ce genre de pouvoir. C'était pas si mal. Après un instant d'hésitation, Batwing semblait arrêter ses conneries. Il était pas si proche que Batman en réalité. Mais en l'occurrence, je suis pas sûr que ce soit pour le mieux. Batman est un gros connard, mais au moins il bute pas tout le monde à tout va. Son élève en armure hésita, puis reprit ses esprits un peu. Et alors que le Batwing se met dans une posture non agressive et décide de déposer les armes pour rejoindre son allié du moment et sa petite amie, une tierce intervention se manifeste. Il y a quelqu'un qui ne l'entend pas de cette oreille. Quoi ? Tu abandonnes ? Mais regarde, papa, tu l'as battu et il ne reste plus qu'à lui donner le coup de grâce. Si tu n'as pas la volonté de venger maman, je le ferai moi-même. Non, mon cœur. John a raison. Ça suffit. Il est vaincu et il ne se relèvera pas. Nous sommes juges, pas bourreaux. Allez, on y va. Proposition refusée. Engagement du protocole Doppelganger activé. Émotion identifiée. Colère. Demande. Vengeance. Batwing est maintenant hors de contrôle. Enfin, hors de contrôle de celui à l'intérieur du costume. L'armure se déplace d'elle-même, Luke piégé à l'intérieur. Le lance-missile d'épaule se déploie et met le juge Dredd dans sa ligne de mire. Constantine se trouvant au milieu, un second canon se déploie, le mettant, lui, en joue. Et alors qu'elle se disait ça d'un air pensif mais serein, comme toujours, c'était un peu sa marque de fabrique, Batwing sortit les armes de nouveau, et la jeune égyptienne, surprise mais lucide, ne prit même pas la peine d'invoquer un bouclier pour protéger le juge. Déjà parce qu'à ses yeux, il ne le méritait pas, mais surtout parce que, qu'est-ce qu'une file pellicule d'ombre palpable aurait bien pu faire contre un missile ? Elle peinait déjà à arrêter une balle. Cela remettait beaucoup en lumière l'inutilité de Shioné dans le domaine martial. Déjà, elle n'était pas une guerrière pour dessous, alors contre ce genre de technologie militaire, elle pouvait tout autant aller s'asseoir sur un cactus. Par contre, lorsque Constantine fut visée, Quoi ? Shioné sentit son cœur ralentir soudainement, et elle se demandait ce que Luke pouvait bien foutre. Ok, il s'était mis en tête de tuer Dredd finalement, et il voulait que John reste en dehors de sa route, et qu'il se mêle de ses affaires. Pour ce qui était de sa voleuse, il ne la pensait visiblement pas capable de s'interposer, et il avait raison. Bon, cela dit,
elle n'avait pas rejoint la Justice League Dark dans le but d'alléger le poids de son cœur, si c'était pour, à côté, laisser le premier connard mourir devant ses yeux sans agir. Elle fléchit les genoux, prête à s'interposer entre les deux. Dans ces deux points, deux filets d'ombre aussi agités qu'un serpent se contorsionnaient dans des mouvements surréalistes, pour tour à tour prendre la forme d'un arc et d'une flèche, d'un kopech et d'un bouclier, de multiples couteaux de lancer. Elle était prête à empêcher ce bain de sang. Je m'apprêtais à partir au moment où son attitude changea du tout au tout. Son intelligence artificielle n'était pas du tout d'accord pour arrêter le combat, de ce que j'entendais dans mon oreillette. Elle prenait Kyoné pour sa mère. Qui a conçu une connerie pareille? Les émotions humaines sont bien trop complexes pour les résumer à des lignes de code. Il se prenait pour Dieu ou quoi? Pas sûr qu'il apprécie d'ailleurs. Je devrais peut-être en toucher 2 mots à Lucifer en échange de mon âme. S'il apprend qu'un humain joue au créateur, alors que lui en est incapable, ça pourrait être rigolo. Enfin, pour moi. Bah, de toute façon, la question se pose pas. Ça ferait du mal à Kyoné, et ça, c'est exclu. Et puis, ce serait la Justice League Dark de s'interposer, et j'ai déjà pas mal de boulot à ce moment. Je me décale entre Dredd et son bourreau pour l'empêcher d'agir. Une partie de son armement bascule sur moi. Je me demande qui Kyoné choisirait en cas d'affrontement direct. Son amant, qui est en réalité plus que ça, ou son mentor, qui lui a donné les pouvoirs qu'elle utiliserait. Je sens l'énergie des ombres monter en elle, ce qui ne me rassure en rien. Des filets d'ombre s'échappant de ses petits poings serrés. Dans le doute, je me concentre sur mon énergie propre. Si elle prend le parti de l'autre, alors je devrais me défendre. Bien sûr, je ne ferai pas de mal à Phantasma, mais je ne retraînerai pas mes assauts sur Batwing. Mon énergie spirituelle grimpait en flèche à cause de l'épée. Elle ne m'avait pas été inutile finalement. Déjà, elle m'avait montré la bonne direction, mais maintenant qu'elle était liée à Nergal, elle me permettait d'utiliser plus de sorts, de plus grande puissance et plus souvent. Je fis une incantation informulée qui fit légèrement briller mon corps, un bouclier de feu qui se déclencherait au moment où je serais touché. Plus personne ne se préoccupait vraiment du guignol de juge, mais il était toujours capable d'attaquer. Le criminel en armure fait mine de m'attaquer à nouveau. Il porte le nom de chevalier, mais n'est pas vraiment un héros de la justice. Qu'il aille pourrir en enfer. Le gars en trench coat l'empêche de me tuer. Peut-être qu'il est dans le bon camp après tout. Puisqu'il est clément envers moi. Mais si c'est le cas, il ne l'est pas de la bonne manière. S'il se montre magnanime avec ses ordures, ils vont continuer encore et encore. C'est à cause de ce genre de compromis que cette cité est dans cet état de décrépitude. Désengage le protocole. Annulation de l'ordre. Upsilon, je te l'interdis. Nous nous battons pour la justice. Ce qui veut aussi dire savoir faire preuve de justesse. Proposition refusée. Vengeance différente de justice. Je vais faire appliquer ma vengeance. Tu veux devenir une meurtrière, Upsilon? Tu veux devenir mon ennemi? Et que dira maman de tout ça quand tu auras fini? Désengagement du protocole. Pardon, papa. C'est rien, ma chérie. Ça nous arrive à tous. Je suis très fier de toi. L'armure repasse en mode classique, rangeant ses armements et rendant le contrôle au jeune Fox, qui prend conscience de ce qui vient de se passer et de ce qui aurait pu se passer. Finalement, cette parodie surréaliste d'impasse mexicaine prit fin quand la machine de Batwing écouta son père et se calma. Je ne savais pas si elle pouvait m'entendre, mais je m'adressais directement à elle. C'est bien, gamine. Tu nous as évité les emmerdes et des prises de décision difficiles. On attendit Kyoné pendant qu'elle préparait le reste de son pactage. Elle nous remercia et on quitta cette prison de fortune pour retourner à l'air libre. Je passe beaucoup trop de temps dans les souterrains obscurs en ce moment. Le justicier avance vers ses deux acolytes, leur fait un signe de tête pour les prévenir que tout va bien, puis se tourne en direction du juge de ville. Dredd, laissons tomber cette histoire, ok? Accordons-nous sur un désaccord. On s'en va et ne nous suit pas. Que cette nuit nous serve de leçon à toi et moi. Ça aurait pu très mal finir, et on ne s'en sort pas si mal, en fin de compte. Batwing, puisque le mutant l'a appelé ainsi, baisse sa garde un instant pour repasser finalement en mode offensif, sans aucune raison apparente. Il semble hésitant. Du moins,
autant qu'une machine pouvait l'être. Il s'adresse à moi pour me demander de ne pas le poursuivre. De toute façon, je ne suis pas capable. Être de métal, sans sentiment ni considération, je te ferai la peau un jour. Tu recevras la juste sentence de ta peine. Venez, on rentre. Oui, tout le monde à la maison. Je prépare l'apéro. Heureusement, cela n'arriva pas, Anubis Dieu merci, et tout va bien. Luc semble s'être calmé, une happy ending en soi. Alors que Chionnet récupérait le reste de ses affaires pour se tirer d'ici à jamais, elle jeta un coup d'œil à ce taré. Elle ne se ferait plus jamais avoir. Les cambriolages, plus en solo. Elle mit son sac sur son dos et suivit les deux hommes vers la liberté. Glissant ses mains dans ses poches, elle n'arrêtait pas de se dire que, sans son téléphone, cette rencontre aurait pu se passer d'une façon bien pire, voire funeste. Et cette réalité commençait à la travailler sérieusement. « Merci les gars », dit-elle d'un ton absent et détaché avant de commencer à se mordiller le pouce. C'est normal, princesse. À charge revanche. Un jour, ce sera mon tour d'être la demoiselle en détresse. Batwing observe la scène du spectacle qui s'est déroulé il y a à peine quelques instants, avec un regard distant, presque extérieur, froid. Maintenant que l'adrénaline et la volonté du combat s'est dissipée, son humeur subit une chute sans fin vers les abysses de la frustration. Certes, il a pu revoir Chionnet, certes, il a pu prendre sa revanche sur le juge de ville, mais ce n'était pas suffisant. Un goût amer d'inachevé, un manque de complétion torture son esprit alors que ses pensées s'entrechoquent. Non seulement il n'avait pas pu vaincre son adversaire en duel loyal et singulier, mais en plus de cela, un élément vient rajouter à cette quasi-rage qui inonde son cerveau. La jalousie, la convoitise, le mépris. Mais par-dessus tout ça, le plus vexant, la reconnaissance envers le démonologue. Son élève, hein. C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure, avant qu'on ne retrouve Dredd. S'ils sont devenus si proches, et vu la puissance du connard, je comprends qu'elle ait fait appel à lui pour se sortir de Straknar. Bien. Maintenant que tout est réglé, si on n'a plus besoin de moi... Je pars devant. Il semblerait que ma présence soit plus nécessaire. Constantine, prends soin d'elle. C'est à protéger, pas vrai? Alors fais correctement ton job. Mais entends-moi bien, si elle se retrouve à nouveau en danger de quelque façon que ce soit, ce ne sera pas Ypsilon qui te mettra dans son viseur. Comment est-ce possible? Je suis juge de ville. Je suis le garant de la justice. Je suis la loi. Je ne peux pas laisser la loi perdre. Je dois sérieusement penser à étudier ce monde si je veux me montrer plus efficace. Ce criminel en armure m'a déjà échappé 2 fois. Il n'y aura pas de 3e fois. Je vais m'entraîner plus et revenir plus fort. Je vais étudier cette ville et revenir mieux préparé. Je vais tirer parti de ma défaite et revenir mieux équipé. J'ai mal partout. Mon armure est lourde. Je n'arrive pas à me relever. Je réussis tant bien que mal à ôter ma surarmure. Mais quand je me lève, il est déjà trop tard. Ils sont partis. Luc regarde Kion avec un air entre la rancœur et l'attendrissement. Il est pourtant si heureux de la revoir, et en pleine forme on dirait. Mais si rageur de n'être qu'un chien-chien en armure qu'elle appelle au premier problème, alors qu'il a déjà été remplacé par l'exorciste. Alors qu'il maintient son attention sur elle, elle s'adresse à lui avec une expression un peu gênée. « On se voit demain ?» qu'elle dit comme si leur relation amoureuse adolescente était parfaitement normale, alors que ce n'est décidément pas le cas. Le justicier commence d'abord par tourner les talons et se diriger vers la sortie, silencieusement. Mais c'était sans compter sur la petite fifille à sa maman et ses complaintes. Maman? Maman! Papa, mais qu'est-ce que tu fous? Kyoné est juste là et tu ne réagis pas? Je croyais que tu étais malheureux depuis 2 semaines parce que tu ne la voyais plus. Et alors qu'elle est là, sous tes yeux, tu te barres. Occupe-toi de ce qui te regarde. On rentre, et je ne veux plus t'entendre. Mais moi, je veux lui parler. Et tu nous as promis de me traiter comme une vraie humaine. Tu
pas le droit de m'empêcher de la voir. Upsilon, je n'ai pas la moindre idée des limites de ton potentiel. Je suis persuadé que la distance géographique est loin d'être un problème pour toi. Tu n'as qu'à pirater mon téléphone si tu veux vraiment avoir un contact avec elle. Personnellement, j'ai du boulot, et pour toi en plus. Ah! Il se retourne une dernière fois vers ses comparses. Son casque dissimule le sourire qu'il ne peut pas retenir. Et dans un certain sens, c'est tant mieux. Parce qu'en réalité, il n'a pas du tout envie de sourire. John, l'oreillette que je t'ai confiée, garde-la. Ça nous sera probablement utile à l'avenir, même si je ne le souhaite pas. Mais pas pour les raisons que tu imagines. Kyoné, je te souhaite une bonne soirée. À demain. Le jeune Fox déploie ses ailes, active son jetpack et prend son envol afin de quitter le lieu. Au bout d'une poignée de secondes, Fantasma reçoit un message vocal sur son mobile. Il est de la part de l'intelligence artificielle, sa fille virtuelle. Désolée, maman. Papa m'éteindrait s'il savait que je te dis ça. Mais je crois que tu lui manques et qu'il est triste que tu ne sois pas revenu pour le voir, lui. En tout cas, je suis super contente que tu ne sois pas morte. On se voit dans quelques heures alors. Bisous. Je t'aime. Je ramasse mon arbre et j'avance comme je peux vers ma moto. Pas pour les poursuivre, non. Mais parce qu'elle contient la trousse de soins réglementaires à autodiagnostic des juges de ville de Mégacité 1 et que je risque d'en avoir besoin. Je pense que j'ai plusieurs fractures. Peut-être un poumon perforé par une côte. Rien que je ne puisse soigner avec l'aide de la trousse. Mais je risque d'être hors combat un petit moment. Mais je reviendrai et je finirai par l'avoir. Batwing, je finirai par appliquer ta condamnation, chevalier de Médard. En rejoignant l'aéronef en vol stationnaire à l'extérieur, Batwing pénètre le cockpit sans dire un mot et rentre au manoir. Dès qu'il est arrivé, il se sépare de l'armure qui, sous la supervision attentive d'Upsilon, retourne à la vitrine pour se restaurer et s'installe à l'atelier pour travailler sur le projet Corpus et remonte dans la demeure pour se redescendre une bouteille, ou deux, ou trois, puis se servir un verre, puis deux, puis trois, toujours sans prononcer une seule phrase. Il travaille avec acharnement à mettre en place cette promesse pour laquelle il a développé une vocation sans précédent. Alors que le soleil est sur le point de se lever, que les premières lueurs percent le ciel, il quitte enfin l'antichambre et remonte. Il se dirige vers son sanctuaire, sa chambre à coucher, silencieusement, en titubant, et glisse dans ses draps. Attendant que le temps passe, il se tourne et se retourne sans avoir lui-même la moindre idée de ce qu'il ressent. Il finit par s'endormir d'épuisement physique et moral, toujours indécis sur la façon dont se déroulera le rendez-vous fixé par son amante.